Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, l'éloge du bonheur en hommage à Jean d'Ormesson dans la cour des Invalides. Discours du président de la République et l'émotion de la famille et des proches de l'écrivain. Lors de ses obsèques ce matin, l'académicien Erik Orsenna sera notre invité. La décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a, sans surprise, provoqué des tensions, notamment à Gaza, mais également plus globalement au sein du monde musulman. Le divorce est cette fois prononcé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Quelles en sont les modalités ou encore le coût pour Londres? Décryptage dans un instant. À quoi ressemblera l'hommage populaire qui sera rendu demain à Johnny Hallyday à Paris? Nous retrouverons nos envoyés spéciaux et nous entendrons celles et ceux qui se préparent à y participer. Notre grand format avec le dernier trajet de nuit du Paris-Nice. On l'appelait le train bleu. C'est une page qui se tourne et cela pour des raisons économiques. Enfin, nous retrouverons la marraine du Téléthon 2017, Zazie, donnant le coup d'envoi d'un week-end de mobilisation que vous vivrez en direct sur France 2. Vous aviez écrit « À l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil. À celui de Defers, c'était un chapeau. Moi, je voudrais un crayon. Un crayon. Un simple crayon. Le crayon des enchantements. » Ce symbole du crayon posé sur votre cercueil, c'est vous qui l'aviez souhaité. Cher Jean, il y a une semaine, jour pour jour, vous étiez installé dans ce canapé dans lequel vous écriviez à la main. Vos yeux bleus étaient toujours éclatants, vous portiez ce col roulé pourpre et ces chaussures assorties. Votre voix, certes plus faible, était toujours aussi riche de mots. Ce matin-là, vous évoquiez encore et encore la vie et notamment celle de votre petite fille chérie. Une semaine plus tard, la France, votre famille, vos amis, ont tenu à vous rendre ce dernier hommage dans la cour des Invalides. C'était beau, élégant et bienveillant, comme vous. Reportage Valérie Astruc, Guillaume Michel. Un écrivain de droite attiré par la gauche. 3 présidents ensemble rendent hommage à Jean d'Ormesson. Drapeau tricolore pour l'homme de plume à la française. Éloge funèbre d'Emmanuel Macron à l'auteur qui, selon lui, était la clarté. Cette grâce lumineuse, contagieuse, a conquis ses lecteurs qui voyaient en lui un antidote à la grisaille des jours. Jean d'Ormesson fut ce long été auquel, pendant des décennies, nous nous sommes chauffés avec gourmandise et gratitude. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Sa femme et sa fille au premier rang. Tous les académiciens en costume. Des personnalités politiques de tous bords, la droite, l'extrême droite et la gauche. Il apportait toujours beaucoup de joie à la nostalgie. Il regardait le passé, mais il le regardait toujours comme un élément qui permettait d'ouvrir vers l'avenir. Il aimait les hommes, voilà, dans leur grandeur, dans leur faiblesse, dans leur victoire et leur défaite. Il était très français, Jean d'Ormesson. Sur l'esplanade des Invalides, des anonymes. Certains ont apporté leur livre préféré. Tous apprécient le style de l'homme, charmant et charmeur. Beaucoup d'humour dans ses livres, beaucoup de charme dans tout ce qu'il racontait. Et alors ses yeux bleus avec près d'espiègle, c'était magnifique. Qu'est-ce qui vous a apporté? Un autre regard sur la vie, je pense, ouais. Beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus de noblesse aussi, je pense. Puis le président dépose le simple crayon que Jean d'Ormesson avait souhaité sur son cercueil. 41 livres. Le dernier paraîtra bientôt. Son titre résonne en forme de défi. Dis-moi, je vis encore. Voilà pour cet hommage et nous reviendrons à la fin de ce journal sur la disparition de Jean d'Ormesson avec son ami l'académicien Erik Orsenna. Dans l'actualité ce soir, 24 heures après l'annonce faite par Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence. On s'interrogeait sur les réactions du côté palestinien en ce jour de grande prière. En direct avec nous ce soir, notre correspondant Franck Genozo. Franck, bonsoir. Sans surprise, la tension était au rendez-vous.
Oui Laurent, et ça continue ce soir puisque des tirs de roquettes ont été signalés depuis la bande de Gaza vers Israël, des tirs de roquettes qui n'ont, nous dit-on, pas fait de blessés. Sinon, les manifestations, les protestations se sont poursuivies aujourd'hui, même si on ne peut pas dire pour le moment que la mobilisation de la rue palestinienne est massive. Il y avait un indicateur important aujourd'hui, la grande prière du vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et vous allez voir que si les tensions ont été fortes, les violences ont été contenues. Dans ce reportage préparé pour vous par Jonah Messina, Maxime Pérez et Osep Nalbandian. Une journée de prière et de colère. Drapeau palestinien brandi, les fidèles musulmans quittent le sanctuaire d'Al-Aqsa à Jérusalem. Aux portes de la vieille ville, le face-à-face est très vite tendu avec la police israélienne. Ne me touchez pas, ne posez pas vos mains sur nous. Tire-moi dessus! Qu'est-ce que tu attends? Tire, vas-y! Plusieurs manifestants sont arrêtés, suspectés d'avoir lancé des projectiles ou de porter une arme blanche. Au sol! Plaquez-le au sol! La police montée intervient. Les violences resteront limitées. Je suis en colère. Et pas seulement moi, c'est le monde tout entier qui est en colère. Et les Américains aussi devraient l'être. Jérusalem est à nous, elle n'est ni aux Israéliens ni aux Américains, elle est aux Palestiniens. En Cisjordanie, des affrontements ont également éclaté, comme ici à Bethléem. L'armée israélienne a dénombré plusieurs milliers d'émeutiers et une soixantaine de blessés. À Gaza, un homme a été abattu. Le premier décès depuis le début des protestations contre la décision de Donald Trump. Une tension palpable à Jérusalem, à Gaza, mais également plus généralement dans le monde musulman. Ce fut le cas avec des rassemblements importants en Indonésie, mais également en Malaisie. Je vous le disais en titre, c'était un divorce annoncé. Il a été cette fois acté. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus à Bruxelles à un compromis sur le sort des expatriés, le chèque de départ et la question de la frontière entre les deux Irlandes qui était au cœur des discussions sur ce Brexit. Valérie Lerouge, Sylvain Vidance. 6 mois de négociations tendues et un accord arraché en plein milieu de la nuit. Theresa May arrive à l'aube pour tenir une conférence de presse avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Nous avons pu faire les progrès suffisants pour que désormais nous puissions entrer en deuxième phase. L'accord règle les 3 principales clauses de divorce. D'abord, le montant de la facture. Le Royaume-Uni cède et accepte de payer tout ce sur quoi il s'est engagé, même une fois sorti de l'Union. Pas de montant officiel, mais entre 40 et 45 milliards d'euros, selon le gouvernement britannique. Ensuite, le statut des expatriés. Les 3 millions d'Européens vivant aujourd'hui au Royaume-Uni conserveront leurs droits actuels de sécurité sociale ou de retraite acquis outre-Manche et réciproquement. Enfin, le point qui bloquait depuis lundi, l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pas de détails aujourd'hui pour ne fâcher personne. Tout reste à négocier, mais Theresa May promet. En Irlande du Nord, nous allons garantir qu'il n'y aura pas de frontière physique. Cet accord était essentiel, mais le plus dur reste à venir. Négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union des 27 après le divorce, en matière de commerce, d'environnement ou de sécurité. Ce sont des milliers de textes à détricoter et réécrire avec une date butoir, octobre 2018. Et direction Londres maintenant. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, cette fois, les choses semblent avancer. Ce chèque de près de 50 milliards d'euros pour reprendre sa liberté ne devrait pas améliorer la conjoncture économique post-Brexit. Oui Laurent, vous savez, juste après le référendum, beaucoup de partisans du Brexit nous avaient dit, tout le monde disait qu'il y aura une catastrophe économique ici et regardez, la catastrophe ne s'est pas passée, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, c'est donc que tout va bien. Oui, il n'y a pas eu de catastrophe, mais l'économie britannique ralentit très clairement pour 2 raisons principales. D'abord, l'inflation qui a fait beaucoup monter les prix et les salaires ne suivent pas et donc ça fait baisser tout simplement le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Britanniques. Et puis aussi, les étrangers, très importants ici pour l'économie britannique, commencent à faire leurs valises et ça aussi, ça va avoir un impact. Résultat, cet accord est une bonne nouvelle mais n'a pas levé toutes les inquiétudes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé avec Laura Calmus et Élise Derbaumet. C'est une éclaircie, mais au-dessus de la City, les nuages noirs ne se sont pas dissipés. L'accord conclu à Bruxelles ne change pas une certitude. Les banques et entreprises financières basées à Londres vont perdre leur passeport européen, le droit de vendre des produits financiers sur le continent.
Une conséquence déjà bien concrète pour ce patron français d'une société de gestion de fortune. L'accord, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que le Brexit va avoir lieu et donc perte de passeport européen. Et donc pour les entreprises comme la nôtre, ça veut dire que c'est la confirmation que nous devons déménager. Pour l'instant, nous gardons nos locaux à Londres, mais à peu près la moitié de nos équipes vont déménager à Paris. Pour l'heure, le Brexit, qui n'entrera en vigueur qu'en 2019, a déjà eu une conséquence très concrète, la chute de la livre sterling, qui a perdu 15% de sa valeur. Résultat, tous les produits d'importation dont dépend beaucoup le Royaume-Uni sont forcément plus chers. À l'approche des fêtes, les médias britanniques ont calculé que le repas de Noël coûtera 20 € de plus que l'an dernier. Et pour leurs courses cette année, les Britanniques sont plus prudents. On a renoncé à certains cadeaux cette année. On est retraité, on doit faire très attention car on ne sait pas ce qui va se passer avec le Brexit et avec nos revenus. Maintenant, je vais plus souvent dans les supermarchés premier prix où c'est encore moins cher. J'ai changé mes habitudes de courses alimentaires notamment. Beaucoup d'électeurs du Brexit ont voté pour réduire l'immigration. Leurs vœux seront exaucés. Dans les métiers de l'agriculture, dans les hôpitaux ou même les universités, la chute du nombre de candidats européens est nette. Mais cela aussi a un coût sur l'économie. Le Royaume-Uni, dont les chiffres faisaient rêver les autres pays il y a peu, affiche désormais un petit 1,5% de croissance prévu cette année, contre une zone euro en moyenne à 2,2%. La politique en France en bref, avec la validation de l'élection de Manuel Valls par le Conseil constitutionnel, élection comme député de l'Essonne. Le Conseil devait apporter une réponse au recours intenté par la France insoumise. L'ancien Premier ministre avait remporté la victoire avec seulement 139 voix d'avance. La Californie et la région de Los Angeles, toujours en proie aux flammes. L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété cet après-midi. 250 000 personnes ont été évacuées. Le point en images avec sur place nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Laurent Desbois. Ce soir, c'est l'un des plus vigoureux incendies de Californie. Au nord de San Diego, il ravage depuis 24 heures ses lotissements. L'eau, venue du ciel des hélicoptères, ne parvient toujours pas à maîtriser les flammes. Au sol et sur un autre front de feu, les pompiers ont choisi de laisser brûler la forêt. Ils se concentrent avec leurs hommes autour des maisons. Ils tentent de les protéger en allumant eux-mêmes des incendies. Ça, c'est une torche. À l'intérieur, il y a un mélange d'essence et de gaz. On l'allume pour créer des contre-feux, tout autour des maisons. Ça empêche l'incendie de s'approcher, ça le repousse. Un peu partout autour de nous, le bruit des flammes. Les foyers se ravivent au gré du vent et la trajectoire du feu est incontrôlable, comme au détour de cette route. Nous sommes à une trentaine de mètres là et les flamèches, vous savez, sont portées par le vent. Vous le voyez, il y a beaucoup de cendres maintenant dans l'air et on va devoir s'en aller. Non seulement on entend le crépitement, mais on sent aussi la chaleur des flammes arriver. Marie-Virginie Snyder est française. Elle ne sait pas encore si sa maison a brûlé. Ce qui l'inquiète, ce sont les sécheresses à répétition. On n'a pas eu une goutte de pluie cette année encore. Normalement, il commence à pleuvoir septembre, octobre. Il n'y a plus une seule goutte d'eau, alors c'est extrêmement sec. Aucun habitant ne franchira le mur de feu. Il est vraiment temps pour vous de partir, parce que le feu est en train de tourner. Il va arriver ici très vite. Partez tout de suite. La Californie brûle depuis 5 jours maintenant et les nuages de fumée rougissent son soleil légendaire. Demain, le cortège funéraire pour l'hommage à Johnny Hallyday partira du Mont-Valérien avant de se diriger vers la place de l'Étoile. Alors c'est donc au cœur de Paris que se déroulera demain cet hommage populaire. On y attend des centaines de milliers de personnes. En direct sur place de la Concorde, on va retrouver Sama Soula. Bonsoir Sama, c'est un long trajet qui a été défini pour demain. Oui, c'est une cérémonie d'une envergure absolument inédite qui se prépare. Demain à midi, le cortège avec la dépouille de Johnny Hallyday partira de l'Arc de Triomphe pour descendre cette avenue des Champs-Élysées, escorté par des centaines
de moto, 45 minutes de descente au plus près de la foule qui pourra presque toucher le cercueil. Et si les conditions de sécurité le permettent, eh bien les dizaines de milliers de fans attendus pourront marcher derrière les motos pour accompagner Johnny Hallyday par cette place de la Concorde pour rejoindre l'église de la Madeleine où aura lieu l'office religieux. Johnny Hallyday sera accueilli en musique par ses propres musiciens qui joueront ses standards. Une cérémonie qui s'annonce rock'n'roll et en musique comme l'a souhaité le chanteur. Merci beaucoup Sama, un hommage populaire donc et rock'n'roll. Le convoi funéraire sera notamment accompagné de 500 à 700 bikers. Johnny Hallyday, il y a quelques mois encore, avait traversé à nouveau les États-Unis à moto. Ils seront donc présents dans les rues de la capitale et depuis quelques heures, ils s'y préparent. Mathieu Boisseau, Daniel Lévy. La moto, le rock, l'amour des États-Unis, Johnny Hallyday incarnait tout à la fois, une immense partie de leur vie. Voilà, donc demain on va être avec Johnny pendant tout le trajet. Chacun sur sa cylindrée américaine, ce couple se prépare à une cérémonie qu'ils espèrent hors norme, comme les spectacles de leur idole. Faire un hommage à Johnny, c'est essayer, sans être à sa hauteur, mais au moins d'essayer de lui rendre cet hommage-là, d'être un peu comme lui, essayer d'avoir des belles motos. Je pense au niveau émotion, ça va être assez lourd. Mais néanmoins, je pense que ça va être un jukebox géant avec toutes les Harley et tout le son de Johnny sur toutes les Harley. Johnny Hallyday adorait les motos. Demain, ils seront 700 autour de lui, moteurs hurlants, sur les Champs-Élysées. Les candidats sont si nombreux pour une place au sein du convoi funéraire que dans cette concession, le téléphone de la gérante n'arrête pas de sonner. Alors j'ai encore de la place pour 2 motos, vous avez de la chance parce qu'on a eu des places supplémentaires. Voilà, là je viens d'avoir une personne qui est en pleurs parce que il ne s'attendait pas à avoir une place et c'est du merci. Voilà. Tout sonore plus qu'un chanteur, un style, un mode de vie. Cet artisan couvreur s'est même inspiré des motos de son idole pour choisir la sienne. Je suis né en 64, je vis avec ces musiques depuis 1964. J'entends ça depuis tout petit et j'adore. Aussi bien musique et moto. Ce soir, des motards de toute la France commencent à rejoindre Paris. Ils porteront un brassard noir demain dans le cortège. Avant les cérémonies de demain, les hommages ont déjà débuté depuis plusieurs heures. Ce fut le cas dans une caserne de pompiers, dans une école ou encore dans une église. Reportage Lilia Melconi en Vincent Bouffartigue. Allumez le feu. Manifestement l'une des chansons préférées des pompiers de Paris. Ils ont tenu à rendre hommage à la légende du rock. Pour eux, les paroles de Johnny résonnent comme un message. Envie d'avoir envie, allumer le feu, c'est clairement notre vocation. C'est avoir envie d'aller vers l'autre, vers le plus faible. C'est l'envie de servir nos concitoyens. Donc cette chanson a vraiment un caractère solennel et puis joyeux. Très tôt ce matin, devant le funérarium où repose Johnny Hallyday, ses plus grands fans sont venus se recueillir. Parmi eux, une personnalité très proche du chanteur. Johnny Hallyday, comme pour beaucoup de Français, c'est une partie de ma vie. Depuis très jeune, j'ai eu la chance de bien le connaître. Avec Carla, on l'a souvent rencontré. Et c'est un pan entier de nos vies qui disparaît. À chaque lieu, sa chanson emblématique. Église Saint-Roch hier soir, c'est l'aumônerie des artistes à Paris. Je pense que c'est important de rendre hommage à Johnny de toutes les manières possibles et imaginables. C'est un homme assez extraordinaire. Il a cette capacité à rassembler autant de monde autour de lui. C'est unique. Une ferveur populaire qui se retrouvera demain sur les Champs-Élysées. Et malgré la maladie, Johnny Hallyday avait poursuivi son travail, chanté, était plus que nécessaire. Il travaillait sur son 51e album avec ses musiciens. Près de 10 nouvelles chansons ont été enregistrées. Nicolas Lemarinier, Christophe Hérault et Alexandre Dupont nous racontent tout cela.
Johnny en studio. Quelques notes de rock, un avant-goût du prochain album qu'il était en train de préparer. Le rocker avait commencé à travailler le 17 mars avec ses musiciens, l'occasion pour lui de faire un doigt d'honneur au cancer dont il souffrait. 10 chansons ont été enregistrées, quelques amis ont entendu des versions de travail. Je les ai entendues dans son bureau, et il y a de ça, on va dire, un mois et demi, et très très fort. Parce qu'il écoute toujours très très fort. C'était vraiment, effectivement, les grosses guitares, les énormes basses, les très très gros sons de batterie. Non, ça sonnait rock. C'est comme Château Pétrus, plus ça vieillit, meilleur c'est. Meilleur c'est incroyable ce que j'ai entendu, et des chansons d'une qualité en plus. En septembre dernier, Laetitia Hallyday publiait cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quelques notes de plus. L'album a été réalisé avec les complices de Johnny Hallyday depuis quelques années. Le compositeur Yo Delis, ici à droite, et le directeur musical Yarol Poupeau, à côté de Johnny, à qui le rocker avait fait une demande bien précise. Le premier truc qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, c'est qu'il me disait moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire partie d'un groupe. Je l'ai pris au mot et j'ai vraiment cherché à créer un groupe de rock autour de lui. Retourner en studio, entouré de ses musiciens, jouer du rock, c'était une façon pour Johnny Hallyday d'oublier la maladie. Et vous pourrez bien sûr suivre notre édition spéciale qui vous fera vivre cet hommage populaire demain matin à partir de 10h40 sur l'antenne de France 2 avec Julien Bugier et de nombreux invités. Le grand format de ce vendredi avec la fin d'une ligne mythique entre la capitale et la Méditerranée. Le dernier train de nuit reliant Paris à Nice partira ce soir. La décision a été prise par le gouvernement après un rapport mettant en cause le déficit économique de cette ligne. Pour de nombreux usagers, eh bien, c'est la fin d'une époque. Julien Cholin avec Sylvien Jaume. Mesdames, Messieurs, dans 20 minutes environ, votre train intercité entre Rouen-Gare de Toulon. Votre information, nous circulons actuellement sur un retard de 20 minutes sur la carré du un problème de signalisation en gare de Cassis. Au petit matin, le soleil vient rosir la Méditerranée. Comme pour souhaiter la bienvenue aux voyageurs du train bleu, quelque part entre Saint-Raphaël et Nice. Le bout du trajet après 11 heures de voyage, la fin d'une aventure pour certains. La fin d'un cycle surtout pour les centaines d'habitués de ce voyage au bout de la nuit. L'intercité de nuit à destination de Nice-Ville. Ce soir-là, la gare d'Austerlitz voyait partir l'un de ses tout derniers trains bleus, du nom de ce train de luxe qui desservait la Côte d'Azur au siècle dernier. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. À bord des wagons première classe prêtés par les chemins de fer russes, un personnel aux petits soins. Petite boisson de bienvenue, petit jus d'orange, jus de pomme. Merci. Vous voulez pas le menu? Vous avez une boisson avec, avec un dessert? En fait, dès qu'on rentre, on sent qu'il y a beaucoup d'attention. Vous désirez des petits déjeuners pour demain matin? On avait l'impression d'être chez lui, en fait. Cette nuit-là, de nombreux touristes étrangers comme ce jeune New-Yorkais qui a voulu tenter le train nocturne. C'est moins cher que l'avion. Et bon, j'avais du temps. Pourquoi ne pas passer la nuit dans le train? Ça va être cool. Pour un voyage rock'n'roll, direction les wagons seconde classe. Bienvenue chez moi. Comme j'habite dans le centre de Paris, j'ai un tout petit appartement et ça ressemble un peu à ici. Donc voilà, d'où le bienvenue chez moi. Seule différence, le colocataire. Pas grave, ici tous les voyageurs vous le diront. Le train de nuit, ce sont aussi ces rencontres, le temps d'un voyage. Et on a parlé pas mal de trucs en fait. Vétérinaire, sécu, politique. Ouais, on a fait le tour. Hein. Ouais. On s'est montré nos chiens. Ouais. En photo. Des rencontres parfois inattendues. Gendarme? Bah tiens. Sérieux? C'est fort, t'es. Gendarme? Ouais. On va boire une bière ou quoi? Non. Et t'as déjà eu affaire à des militants de Greenpeace dans ton taf? Ah oui, je les ai déjà vus en garde à vue. Moi, j'ai escaladé la façade du siège EDF. Et je respecte. Hein. Une nuit de voyage, comme une parenthèse
Pour ce jeune passager, bien plus qu'une simple liaison ferroviaire. Ça fait bizarre que ces choses-là disparaissent parce que c'est un pan de l'histoire, quoi. On est tous là dans le même bateau et puis ça tangue et puis ça dure, quoi. Et on dort, c'est une aventure, c'est un rêve. C'est un rêve qui s'en va en fait. Marseille-Blanquerque, correspondance pour Marseille-Saint-Charles. Une pétition a bien été lancée par les défenseurs du train. Parmi les signataires, une habituée de ce compartiment réservé aux dames. Pour une fois qu'on a quelque chose de bien, on nous le supprime. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'ils fassent plus de publicité, qu'ils vendent plus le produit et peut-être que ça marchera mieux. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que ça existe. Plus que quelques minutes avant l'arrivée. Au loin, les Alpes se dressent au-dessus de Nice. La fin d'un voyage mémorable pour nos touristes coréens. Un au revoir plutôt qu'un adieu pour cette liaison de plus d'un siècle. Je sais qu'un jour un train bleu s'anira dans la nuit. Que beaucoup espèrent revoir un jour sur les rails. Toi et moi pour la vie. On revient maintenant à l'information de ce vendredi 8 décembre avec les obsèques et l'hommage rendu ce matin à l'écrivain Jean d'Ormesson dans la cour des Invalides, avec notamment les mots du président de la République et son éloge du bonheur et ce geste, ce crayon à papier déposé sur son cercueil. Avec nous ce soir, son ami, un académicien, Éric Orsena. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, il aurait aimé ces honneurs, cette cérémonie, sincèrement. Un peu, oui. Un peu oui et un peu non, parce qu'il aimait être proche de cet hommage. Vous savez, quand on a un ami et qu'on voit le cercueil arriver avec le corps de son ami, le cœur vous serre. Mais quand vous voyez sur ce cercueil un drapeau bleu, blanc, rouge, et que vous voyez tous ces gens qui lui rendent hommage, vous dites à quel point il nous a donné à nous, bien sûr. J'ai mille souvenirs de lui, tout ce qu'il m'a donné. Il a été un de ceux qui m'ont vraiment fait. Et que vous voyez tant de gens. Et vous saviez, marcher avec lui, c'était des gens qui le remerciaient sans arrêt, de tous les âges, qui avaient un sourire. Et ce qu'on retrouve dans les livres. Il aimait la mer, la Méditerranée, il aimait parler avec les lézards, il aimait converser avec beaucoup de gens, il aimait le souffle de la vie. Qu'est-ce que vous allez garder de tout cela, vous, de ces rencontres, de ces entretiens? Vous savez, c'est très frappant parce que ça rappelle au fond ce qui se passe avec Johnny Hallyday. Oui. Il nous a dit, il faut avoir envie d'avoir envie. Et c'est un professeur d'avoir envie. Le message littéraire de Jean d'Ormesson rejoint celui de Johnny dans cette chanson. Vous savez pourquoi ils sont célèbres tous les deux? C'est qu'ils ont célébré. C'est l'autre mot du mot célébrer. Célébrer, ça veut dire chanter. Et en fond, Jean était aussi un chanteur de la vie. Et alors, ce qu'il y a de formidable avec Jean, c'est qu'à chaque fois qu'il vous disait quelque chose, vous appreniez. Et en même temps, il y avait le sourire. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est la musique de la vie. Donc c'est pour ça que ces deux disparitions en même temps me bouleversent. Parce que moi, j'ai été 15 fois voir Johnny. 15 fois. Et il nous a accompagnés pendant si longtemps. Et donc merci. Merci à ces deux monuments. Merci. Jean d'Ormesson, avec cette particularité, il aurait pu rester cloisonné dans son aristocratie, dans la littérature, finalement dans un milieu. Au contraire, il n'a fait que démocratiser, grâce d'ailleurs à la télévision. On l'a vu. Aller vers la culture, aller vers la littérature. Ça n'est pas interdit, surtout pas. Non. Tout le monde y a droit. Ce qui est formidable, c'est qu'il était égoïste comme tout le monde, mais un égoïste passionné des autres. Il avait une culture classique, mais il était à l'affût. Combien de fois on a parlé de la science? C'est un des meilleurs écrivains qui raconte le tout début du monde. Et en même temps, ce qui se passe avec les risques et les vertiges de la santé, des manipulations génétiques. Enfin, quelqu'un aux aguets. Aux aguets. Et vous savez, dans Aguet, il y a gaieté aussi. Cette gaieté qui est une chevalerie et que la France a perdue. On est un peu être sinistre, c'est la preuve de quelque chose. Comme être pesant, c'est la preuve de la profondeur. C'est pas vrai. Pas vrai. Il aura écrit jusqu'au bout la dernière preuve, hier soir, dans la Grande Librairie, avec François Bunel, sur France 5, sa fille, Héloïse, à qui on pense bien évidemment ce soir, tout comme à Françoise, tout comme à Marie-Sara et à Gilles. Voilà ce qu'elle a apporté, un petit papier, les derniers
Dernier mot écrit par Jean d'Ormesson. Regardez. J'ai trouvé ce matin cette dernière page du manuscrit dont je vous laisse lire, je ne sais pas la totalité ou en tout cas la dernière phrase, parce que moi je n'aurais pas le courage, mais pourtant elle est pleine d'espoir. François. Une beauté pour toujours. Tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens? Il n'est pas impossible, 3 points de suspension, mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours, et la mort elle-même ne peut rien contre moi. La mort elle-même ne peut rien contre moi. J'ai une petite phrase de lui dans C'était bien. J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai, moi aussi, y conclut, la vie est belle. Et il y a 4 vers d'Aragon que je voudrais citer. Oui. Aragon, qu'il aimait tellement. On avait un petit club, on se voyait régulièrement pour célébrer Aragon. Voilà ce que dit Aragon. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont chez eux. Comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Magique. Il était devenu aussi pour ceux qu'il aimait, et il le devient aujourd'hui encore plus, un veilleur. C'est un veilleur et un compagnon, parce que la merveille de l'écrivain, et notamment de Jean, c'est qu'il suffit d'ouvrir le livre et on l'entend. On l'entend, parce que dans peu d'écrivains, vous entendez autant la voix de l'auteur. Et lui qui disait qu'il avait une écriture simple, qu'on lui reprochait. Oui, mais bien sûr, non, mais tous les Pisserois reprochent toujours à tout le monde, les gens qui sont proches et tout ça. Mais écoutez, vous lisez d'abord ce titre immense, Dieu sa vie, son œuvre. Dieu sa vie, son œuvre. Vous plongez. Mais déjà le titre. Le titre, la magie absolue. Immense. Et voilà, s'il fait froid ce week-end. Oui, allez-y. Il faut lire quoi? Il faut lire Casimir? Il faut lire Casimir, oui, qui est forcément. incroyable. Et puis ça va. Parce que là, vous allez en prendre quand même. Oui. Ça va être dur, hein. Jean qui s'en va, Johnny qui s'en va. Donc samedi soir, il faut un peu de se remettre. Donc, un peu, je sais pas, bon. Écouter du Johnny Hallyday, lire du Jean d'Ormesson. Et puis voilà. Et puis lundi, on continue. Vive la vie. Et la vie est belle. Vive la vie. La vie est belle, c'est leur leçon. Ce sont des professeurs de vie, des professeurs de gaieté. Et regardez à quel point ils ont rassemblé la France. C'est quand même magique ce qui est en train de se passer. Nous, les Français, on aime tellement être divisés. Et là, ça veut bien dire que la culture, c'est pas un secteur. Oh, surtout pas. C'est pas un budget, c'est un élan, c'est une dynamique. C'est ça, la culture. Merci, Eric Orsena. Merci pour tout également à Jean d'Ormesson. Le compteur est prêt, c'est parti pour la 31e édition du Téléthon. 30 heures de direct sur les chaînes du groupe France Télévisions pour aider la recherche sur les maladies rares. Avant de retrouver la marraine de l'événement cette année, la chanteuse Zazie, nous allons faire la connaissance d'une petite fille qui attend beaucoup de la recherche justement. Elle s'appelle Lou, elle a 4 ans et demi et elle est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie de la famille des myopathies. Notre équipe l'a rencontrée, reportage chez elle près de Reims, Cédric Deville, Dimitri Bois, avec Julie Samuel. Reportage. Bonjour mon amour. Je t'aime. Je t'écrase la lunette. Tu m'écrases. Allez, on enlève le masque, on enlève les bijoux. À 4 ans, Lou est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie qui ronge ses muscles et l'oblige à se déplacer en fauteuil. À ce soir ma douce, amuse-toi bien. Oui. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je t'aime. À l'école de Beaurieux, tout a été fait pour prendre en compte la pathologie de la petite fille. L'espace a ainsi été réaménagé pour faciliter ses déplacements. Lou a été intégrée l'an dernier en petite section. Finalement, sans trop se poser de questions, les enfants ont eu un regard bienveillant sur Lou. On a expliqué simplement que Lou était malade. Lou, elle a une maladie qui est grave, qui l'empêche de marcher. Et si Lou peut compter sur sa maîtresse et ses copains de classe, elle bénéficie aussi de l'aide précieuse de Virginie, son auxiliaire de vie scolaire. Mon rôle, c'est de l'accompagner dans toutes les activités. Mais le plus souvent, je lui laisse le maximum d'autonomie. Et justement, pour combattre l'avancée de la maladie et la perte musculaire, aujourd'hui Lou a rendez-vous après l'école chez sa kiné Maïté. Pose ta choupinette, hop là. C'est parti.
On muscle pas des muscles malades dans les myopathies, mais on entretient au maximum les muscles qu'on a pour éviter qu'à long terme, ces muscles-là disparaissent. Est-ce que tu arriveras à venir toucher mes mains? Super. Avec l'autre main? Bien, voilà. Super. À la semaine prochaine? Oui, c'est vrai. À demain. Non, à lundi prochain. La kiné terminée, les soins s'enchaînent pour la petite Lou, qui doit maintenant rester debout pendant 1 heure dans son verticalisateur. Un appareil qui permet de lutter contre les rétractions musculaires. C'est une enfant qui est mature, qui est battante et qui nous donne des leçons de vie au quotidien. Elle se plaint jamais? Elle se plaint jamais, elle est plus que forte. Donc c'est vrai que nous on la voit comme son frère, sauf qu'effectivement elle se déplace dans un fauteuil qui fait 140 kilos. Mon rêve en fait c'est, je voudrais bien qu'elle marche et c'est comme si on faisait un tour de magie. En fait on a encore plus conscience de la chance qu'on a d'être tous les 4 ensemble. On va pas non plus se laisser abattre parce qu'une maladie est entrée dans notre vie. Voilà, et on va retrouver tout de suite la marraine du Téléthon cette année, qui est au pavillon Baltard. À ses côtés, un duo magique, Sophie Davant et Nagui. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. C'est parti. Zazie, juste une première question. Vous vous êtes fixé un premier défi, celui de transmettre l'espoir? Transmettre l'espoir, le garder surtout. C'est vrai que le Téléthon est en même temps une manière de savoir beaucoup plus qu'est-ce qui se passe pour la recherche, et ça c'est fondamental pour que les gens comprennent et arrivent à trouver palpable tout ce dont, tous les dons qu'on doit faire. Et puis aussi une fête pour les enfants, pour les familles, parce que c'est important pour eux. Ce jour-là, c'est aussi la fête. Sophie, ça fait des années qu'on vous suit. Ce week-end du Téléthon, on le sait, est important pour vous. Qu'est-ce que vous leur dites aux Français? On sait que c'est parfois difficile de donner beaucoup, un peu. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Moi, c'est mon 20e Téléthon cette année, donc je suis très émue et je suis une sorte de grand témoin de ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et je suis émue de vous annoncer ce qu'on va vous expliquer ce soir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, on est aux portes de thérapies innovantes pour certaines maladies. Alors, on trouve des solutions, 5% des maladies pour lesquelles on trouve des solutions, il reste 95% de maladies génétiques pour lesquelles aujourd'hui encore, on ne peut rien. Mais on cherche, et ces thérapies innovantes vont rejaillir sur des maladies plus communément répandues. C'est pour ça qu'il faut continuer à donner et à composer ce 36-37. Nagui, on avance, mais c'est pas terminé, le combat continue. Non, c'est pas terminé. Vous l'avez vu avec le beau reportage sur Lou. Il y a également Anaël, Mathilde, Apollo qui symboliseront tous ces enfants, toutes ces maladies. Et les parcours ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont dans une progression, ceux qui attendent un essai, ceux qui au contraire s'inquiètent de leur avenir. Donc tout est en jeu et l'enjeu se résume à, encore une fois, ce 36-37 ou téléthon.fr. Le moindre euro a son importance, Laurent. Merci à tous les 3, je vous embrasse. Voilà, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Ce soir, votre téléfilm Le poids des mensonges, demain dès 10h40. La rédaction de France 2 se mobilise bien sûr pour le match populaire des Français rendu à Johnny Hallyday. Vous retrouverez Julien Bugier avec de nombreux invités. Tout de suite, la météo, Valérie Maurice. Passez une très belle soirée et à demain à 20h. Votre soirée sur France 2. C'est un petit garçon châtain, hein? Si vous nous entendez.